qu'il y a des séances publiques. Je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique. Pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des
kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chien. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains. Ça y est, 16h16 très exactement. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous êtes en pleine forme pour finir la semaine tous ensemble les amis sur un grand chelem. Voilà, on se sera vu toute la semaine, cette semaine, ça fait plaisir. Et je pense rebelote la semaine prochaine avec un petit peu plus de stress. On va pas se mentir, un petit peu plus de stress parce qu'on va se rapprocher du 4 mai, de la date à Lausanne. Mais en attendant, les amis, on est ensemble, on se régale. Voilà, on va papoter de plein de choses. On va
ricaner. Voilà, on va ricaner, c'est le plus important. On va parler un peu histoire avec un personnage que j'aime beaucoup, vous le savez. On va parler aussi Omar Sy. Ouais. On va parler de plein de choses. Vous inquiétez pas, on va pas trop reparler d'Amy Winehouse. Je suis retourné hier soir. Ouais. Et je vais y retourner dimanche. Après, de toute façon, dimanche, c'est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux de toute façon. J'ai dit à ma mieux, j'ai dit là, attention, j'ai vraiment les pouvoirs de plein droit. Hein. Puis c'est 30 ans, hein, je veux dire. Là, maintenant, on est sur un âge où de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. Là, je suis un grand garçon. Hein. Je veux dire, là maintenant, voilà, j'ai quand même la moitié de l'âge de Brigitte Macron. Hein. Donc, même moins d'ailleurs. Donc, non. Voilà un petit peu les amis. J'y retourne dimanche. Évidemment, je me suis encore régalé hier. Ah non, franchement, super film, vraiment super film. Je sais pas si certains l'ont vu depuis, mais on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, certains vont aller le voir ce week-end. Ça va être sympatoche. Voilà un petit peu les amis. Sur Back to Black, Amy Winehouse, magnifique, on se régale, voilà. Et puis je pense que je vais m'acheter un cadeau pour mon anniversaire, j'ai vu ça ce matin, elle est disponible à la commande, je l'avais jamais vue, c'est la figurine pop d'Amy Winehouse, tu sais, truc à la con là. Bon voilà, je pense que je vais faire ça, donc... Vous vous en foutez, non mais je le dis, je pense qu'au bout d'un moment on est vendredi, c'est vendredi détente, hein. Normalement, normalement on est peinardos, hein. Donc voilà, on est peinardos. Puis ce qui est bien, c'est que plus ça va, plus l'actualité nous permet d'être un peu tout le temps vendredi détente. Tu vois, j'ai vu un truc, je l'ai partagé sur les RS aujourd'hui. Je vous montre ça hein, pour y aller un petit peu plein gaz, plein badin. Tac, tac, tac. Regardez, hein, Le Parisien qui nous dit victime d'une campagne de désinformation venue de Chine, Raphaël Glucksmann entend riposter dans une lettre ouverte si ses intox prospèrent. Il est prêt à riposter de façon offensive, dire combien ce qu'on colporte sur lui est infondé. Alors, je voulais vous parler de cette histoire-là parce que elle nous permet de faire de très bonnes blagues, évidemment, mais on a quand même cette réaction de cours d'école. On a envie de dire à Raphaël Glucksmann, mais t'es qui, gros, en fait? T'es qui? Au départ du film, t'es qui? C'est-à-dire que, déjà, bon, faut se mettre quand même en situation d'imaginer que le pouvoir chinois, donc l'état-major chinois, mobilise des forces spéciales, on imagine ses services secrets, pour aller peser contre Glucksmann, représentant pour les européennes d'un parti qui a fait 1,7% aux élections présidentielles de 2022. Donc j'ai quand même l'impression que Xi Jinping et ses potes, il a autre chose à foutre que de s'occuper d'un pimpin qui déboule aux élections européennes. Tu vois. Enfin, j'ose espérer que la Chine a d'autres chats à fouetter, sincèrement, ou à manger d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça m'étonne, si tu veux, que nos médias, d'ailleurs dans un exercice de contrepoids qui est très intéressant, parce que rendez-vous compte que malgré la propagande chinoise, le mec est annoncé à 13% dans les sondages. Donc ça veut dire sans la propagande chinoise, c'est quoi? Il serait à 150%. Donc on peut aussi voir ça sous un autre angle, de dire, dans l'hypothèse où les Chinois n'ont que ça à foutre, effectivement, est-ce que la propagande de nos médias français contrebalance avec la propagande des services secrets chinois qui auraient fait de Raphaël Glucksmann leur cible numéro 1? Non, voilà, hein, j'ai un peu du mal à y croire. La Russie, ça prend plus, parce que bon, on a expliqué que maintenant, tout ce qui se passe, c'est la Russie. C'est-à-dire que Mbappé se tord la cheville, c'était une mode de terre qui venait de Moscou. Donc là, voilà. Donc les gens n'y croient plus. Non, c'est la Chine. Non, c'est la Chine, ouais. Non, mais moi je dis pourquoi pas. Hein. Je veux dire, si tu prends la réalité géopolitique actuelle, où même les États-Unis tremblent un peu des miches devant la Chine, c'est évident que la Chine, leur sujet, c'est l'Aveyron, quoi. L'Aveyron, La Rochelle, Côte d'Opale. Et ils se disent, putain, la France, faut qu'on y aille, faut qu'on pèse sur Raphaël Glucksmann. Non, ça m'a fait rire, mais ça m'a sidéré quand même. Parce que la propagande médiatique française concernant Glucksmann, ça marche tellement pas qu'ils te disent si ça marche pas, c'est à cause des Chinois. Là, non, mais pourquoi pas? Genre en France, pourquoi pas? Puis tu sais, là encore, moi je suis malin, j'aime bien quand même essayer de retourner l'actualité dans tous les sens pour voir. Et je me dis au fond, est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que Glucksmann en mandarin, ça veut pas dire homme de vestiges sublimes? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais en France, je suis sûr que tu as la moitié des Français qui savent pas qui c'est Glucksmann. Donc même s'il y a une campagne de désinformation ou d'information de la Chine, au moins ça contribue à parler de lui.
Parce que je suis sûr que pour la moitié de la France, Glucksmann, c'est peut-être le jeune footballeur qui démarre, qui joue à Reims, tu vois. Tout le monde s'en branle en vérité, hein. Là, les sondages te l'annoncent à 13%. Bon, bah, les sondages annonçaient Zemmour à 15 en 2022. On connaît le résultat, il a fait moitié moins. Donc Glucksmann, ça risque d'être pareil. Je veux dire, puis, au pire, pourquoi avoir des postes au Parlement européen? Parlement européen où la corruption est autorisée. Donc est-ce que franchement c'est gage de qualité que d'intégrer ce cloaque sodomite? Enfin, non, mais là je m'emballe avec des expressions du Moyen-Âge. Mais bon, je trouve ça quand même curieux. Je trouve ça quand même curieux. Je voulais vous en parler parce que vraiment, on a de belles choses dans nos médias. Tu vois, par exemple, une autre chose, un pêle-mêle, ce que je voulais vous dire. Vous avez peut-être entendu parler de ce film de ce livre, excusez-moi, qui est sorti il y a très peu, qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Regarde, c'est Libération qui en parle aujourd'hui, hein. Ils font un article concernant le livre qui s'appelle La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, hein. Libération nous dit une dizaine de jeunes Français musulmans racontent à Libé les stigmatisations et discriminations dont ils sont victimes au point de s'exiler ou de l'envisager. Alors, je vous dis ça sans aucune transition, c'est un peu pêle-mêle les actus du moment. Et donc, il y a ce livre qui est sorti et qui explique comment des Français musulmans décident de quitter le pays à cause des discriminations, des humiliations, du racisme rampant, de l'extrême droite et tout ça. Après tout, pourquoi pas? C'est un constat social. Genre, bon, pourquoi pas? Libération en parle beaucoup. Il y a 3 4 pages aujourd'hui dans le journal. Le Parisien en a parlé aussi cette semaine, sauf erreur. Et tu sais, bon, je me dis, putain, quand même, t'as une belle mobilisation médiatique. Le bouquin sort. C'est sérieux, tu vois. Bon, alors le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vont interroger l'auteur. L'auteur de l'enquête. Je vous lis ce qui est écrit. Donc, enfin, il y a plusieurs auteurs, hein, dans ce truc. Notamment, là, c'est Olivier Estève. Je vous lis ce qui est écrit sur cet article. La difficile mesure de l'exil des élites musulmanes françaises. Parce que Libération te dit, non, c'est un phénomène sérieux. Merci à Lord Squall qui vient d'offrir 2 subs. Ça, c'est magnifique. À Le Pireux et Biodiversité. Merci beaucoup. Magnifique. Et donc, je vous lis ce que nous dit Libération, en nous expliquant quand même que tu vois, le premier article te dit les stigmatisations et discriminations dont ils sont victimes au point de s'exiler ou de l'envisager. Donc, c'est sérieux. Genre, il se passe quelque chose, quoi. Et si tu lis attentivement Libération, on nous dit le phénomène ne ferait aucun doute, serait en expansion, tout en étant inquantifiable. L'ouvrage La France tu l'aimes mais tu la quittes, publié ce vendredi, ausculte le mal-être des Français de culture ou de confession musulmane que les discriminations ou les stigmatisations ont poussé à quitter l'Hexagone. Si le livre regorge de témoignages tirés d'entretiens approfondis auprès de 140 personnes, parmi les 1000 ayant répondu à un questionnaire en 2022, il ne donne pas de chiffres précis. Dans l'introduction, les auteurs de l'enquête écrivent seulement « Des milliers de Françaises et de Français décident de quitter leur pays ». Olivier Estève, un des auteurs de l'ouvrage et chercheur à l'Université de Lille, dit avoir fait exprès d'être imprécis car toute ambition de donner les chiffres est illusoire et naïve. Voilà, d'accord. Non mais pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Je veux dire, sur ce sujet-là ou n'importe quel autre thème. Juste, voilà le niveau de la recherche en France en fait. T'écris un bouquin sur la base de 140 personnes interrogées sur 1000 qui ont répondu. Donc bon, t'es vraiment en dessous d'un sondage IFOP, hein. Vraiment, même les sondages qui sont dans les journaux, c'est 1000 personnes minimum, tu vois. Bon là, t'as 140 personnes qui sont interrogées. Bon, et en fait, on te dit c'est un véritable phénomène, mais on n'en sait rien. Voilà. Alors, si je vous dis ça, c'est pas du tout par rapport au sujet, hein. Ça, je l'entends bien, il n'y a pas de problème. Tous les sujets, on est dans le juste bistrot. Je trouve ça intéressant. Toutes les réflexions sont intéressantes. Mais le niveau, en fait, de la recherche pour fournir ce genre de travaux, qui pourtant font les gros titres. Si vous lisez le reste de ce que nous dit Libération, et je crois que c'est Le Parisien qui en parlait aussi de cette semaine, tu te dis, c'est une vraie tendance. Il se passe quelque chose, tu vois. Bon, bah, en fait, ça ressemble quand même à un coup d'épée dans l'eau. Faut que je vous trouve, hein. Attends, je vais essayer de vous retrouver l'autre article qui en parlait. Je trouve ça hallucinant, quoi. Mais hallucinant sur les fausses tendances médiatiques qui sont créées pour fabriquer des espèces de débats tout bidons sur la base de ce genre de constats, quoi. Je trouve que le fond de la situation, d'accord, mais la forme, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Tac, tac, tac. Attendez. Ouais, je vous le retrouverai, on en parlera de toute façon sûrement la semaine prochaine. Où est-ce que j'avais vu ça? Bon, je vous en reparlerai, on en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà un petit peu le truc, quoi. Je prends les messages, dans le chat. 20K91 qui dit on peut tout contester sauf les chiffres, c'était le slogan, non, effectivement, c'est juste.
Mediapart aussi, étonnant, nous dit Gaëtan Seguin, apparemment qui aurait relayé. JNH A13 qui dit moi j'ai quitté l'Espagne à cause de Zapatero Total, ça n'a pas, moi j'ai quitté l'Espagne à cause de Zapatero Total, j'ai déplacé les problèmes. J'ai pas tout compris, mais bravo à toi. Euh, et oui, il y a plus de saison qui dit c'est le même principe pour les minorités LGBTQ+, ça représente personne, mais ils nous bassinent avec ça. Effectivement, on en avait parlé hein, dans le Juste Bistrot il y a environ une semaine. Rappelez-vous, hein, je vous avais lu une tribune je crois que c'était d'un journaliste ou des militants associatifs, je sais plus, qui se bagarraient contre la décision des LR de vouloir porter une loi pour protéger les enfants par rapport aux histoires de changement de sexe, de bloqueurs de puberté et compagnie. Et la tribune te dit non, mais les LR, c'est réactionnaire, c'est ridicule. Puis de toute façon, ça concerne très très peu d'adolescents. Donc en fait, vraiment, ils avaient dévoilé le poteau rose en disant, mais attendez, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a toute une propagande qui force des entreprises gigantesques comme Disney à faire du discours LGBT, alors que la réalité des statistiques démontre bien que ça concerne très peu de gens. Donc il y a toute une contradiction là-dessus. Évidemment, les amis, on en reparlera. C'est un sujet que j'ai noté parce qu'il y a une autre tribune dans Libération le 16 avril. Je voulais vous en parler. Ce sera ça la semaine prochaine. Voilà. Je vous en parlerai la semaine prochaine, les copains. Mais pendant ce temps, ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même, voilà, on a quand même des grands intellectuels qui nous expliquent un petit peu ce qu'il en est. Parce que, bon, parfois, on ne sait pas, on a des doutes. Et c'est Omar Sy, qui était chez Quotidien. Alors, c'est un peu, bon, je tire un peu sur l'ambulance parce que c'est vrai que Omar Sy, alors que bon, j'adore l'acteur, je trouve, voilà, la période Omar et Fred, ça avait des émissions super, Nos Jours Heureux, génial, Intouchable, super. Donc, j'adore l'acteur, et vous savez que j'aime bien cette différenciation hein, entre l'homme et l'acteur, l'homme avec un H majuscule et l'artiste. Voilà. Bon, Omar Sy, c'est vrai que c'est un peu, voilà, il est vraiment caricatural, quoi. C'est ce qui est terrible, c'est-à-dire l'intellectuel antiraciste qui revient en France, parce qu'il habite aux États-Unis, à Los Angeles, qui revient en France quand il a de la promo à faire. On avait fait une vidéo, je crois que c'était sur Juste Milieu, justement, sur lui, pour expliquer que c'était intéressant parce que ses prises de parole, ouais, voilà, c'était là. C'était au moment de la sortie du film Tirailleurs. Je vous en avais parlé, où, en fait, quand tu regardes, Omar Sy fait parler de lui dans les médias à chaque fois qu'il a une promo à faire. Et là, jackpot. Il était dans le Quotidien hier soir, il fait le tour des médias parce qu'il a un bouquin d'entretien, on ne sait pas d'où ça sort, qui vient de paraître et on a droit à ce genre de séquence. Corner d'applaudissements. Donc c'est vrai que, non, je vous le montre parce que c'est dans les actualités du moment. Je veux pas taper sur l'ambulance d'Omar Sy de toute façon. À la limite, c'est pas tant ce qu'il dit, les positions qu'il a qui me dérangent, chacun fait ce qu'il veut et après tout, pourquoi pas. Hein. Mais ce que je trouve terrible, c'est que. euh, il y a vraiment un opportunisme assez sidérant, quoi. Assez sidérant. Parce qu'effectivement, ces propos, pour le coup, sont peut-être un poil naïfs, mais c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Si je fais des spectacles, c'est aussi pour qu'à un moment donné, les gens se rassemblent, qu'on passe des moments tous ensemble. Donc j'ai même pas envie. Pour le coup, je trouve qu'il a dit des trucs avec lesquels j'étais pas du tout d'accord par le passé, sur ses positions avec Assa Traoré et compagnie. Là, en l'occurrence, c'est peut-être naïf, mais je trouve ça sympatoche. Après tout, bon, et puis c'est que mon avis. Mais ce que je trouve vraiment dommage et qui le disqualifie terriblement, c'est que Omar Sy déboule en France quand il y a de la promo à faire, quoi. Là, il sort son truc chez Albin Michel, en plus, quand même pas rien en termes de maison d'édition. La dernière fois, c'était le film Tirailleurs, puis encore avant, c'était Knock, puis ainsi de suite. Enfin, au bout d'un moment, c'est ridicule. Je veux dire, ne serait-ce que si ce monsieur habitait en France, je vous dirais, bon, d'accord. Là, tu vis aux États-Unis. Et quand tu reviens en France, c'est pour la promo et expliquer que la France, c'est un pays raciste. En allant aux États-Unis, il faut quand même avoir les bollocks bien accrochés pour la tenir. C'est comme la chanteuse Iseult qui disait oui, je quitte la France pour son héritage colonial et qui part habiter en Belgique. Enfin, c'est tristoun, quoi. C'est tristoun parce que le combat qui est défendu par ces artistes-là, après tout, pourquoi pas? Je veux dire, il faut de tout pour faire un monde, j'ai pas de problème avec ça. Mais bon, ils peuvent pas faire l'économie non plus de la cohérence, quoi. C'est c'est assez dommage, assez dommage. Mais, euh, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Ça bricole.
Dans les actualités, pareil, du moment, alors on balaye pêle-mêle, hein, parce que c'est vrai qu'on en a parlé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, ça bruite, hein. Merci à Shiki2494 qui vient de se prime 21e mois, merci beaucoup. Ces histoires de météo. Alors, vous avez vu ça comme moi? Il y a eu des dingueries à Dubaï, il y a énormément de pays actuellement où la météo c'est n'importe quoi. Alors on est en plein sein de glace en France, hein, ou même en Suisse, ça a refait froid là ces derniers jours. Mais on a des phénomènes météorologiques assez extraordinaires pour la période. Et regardez ce qu'on a pu voir à la TV belge ces derniers jours, c'était assez surprenant. Périlleuse. Les secouristes sont obligés d'intervenir par les airs, sauvant des flots, des dizaines de personnes. Pour ces vaches, il n'y aura malheureusement pas grand-chose à faire. Des pluies diluviennes qui auraient été en partie provoquées. Le centre de météorologie locale confirme que 7 avions au moins ont décollé pour ensemencer les nuages et générer des précipitations artificielles. Une technique utilisée depuis 20 ans dans les Émirats arabes unis pour lutter contre la chaleur et la sécheresse. Il est tombé en 24 heures, l'équivalent de 2 ans de pluie, et ce n'est pas terminé. Voilà, donc là, vraiment, les amis, je vais être très honnête avec vous. On part d'une actualité qu'on avait traitée hein, sur Juste Milieu, sur ce fameux projet Sharp. Hein. On avait fait une vidéo là-dessus. Alors, dans le style Juste Milieu, hein, rappelez-vous, c'était celle-là. Attendez, c'était celle-là. Où est-ce que j'avais fait ça? On avait parlé de ça. Putain, j'ai le souvenir d'avoir traité ce sujet-là, mais le nom de la vidéo, c'est original parce que... Attendez. Est-ce que vous vous en rappelez déjà? Parce que... Si j'avais fait ça, pourquoi il n'y a pas quand tu tapes? Pourquoi il n'y est plus? Ah non, Harp, qu'est-ce que je raconte? Oui, pardon. Pourquoi je dis Sharp? N'importe quoi. Je repensais au gars d'hier, le vice-général là, de l'OTAN, dans le truc Sharp, n'importe quoi. Oui, c'était cette vidéo, Projet Harp, voilà, absolument, qui date d'il y a 1 an. 19 février 2023, c'est ça, c'est juste. Et donc, déjà à ce moment-là, on avait évoqué hein, tout ça sur l'artificialisation de la météorologie, les technologies d'ensemencement des nuages et compagnie. Mais ce que je vais vous dire est vraiment gratuit de la supposition sans être l'expert de la météorologie. C'est-à-dire que je ne suis pas Catherine Laborde, tu vois. Donc, on va être peinard, on va être peinardos. Mais c'est vraiment de la réflexion. Tu vois. Jeter ça en l'air si certains ont des pistes, des éléments, puis qu'on aille tout chercher de notre côté, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais autant cette vidéo que j'ai revue la dernière fois, justement, avant de vous dire ça, mais quand on couple ce qui se passe à Dubaï, quand on couple ces technologies d'ensemencement des nuages et compagnie, bon, déjà, effectivement, on ne va pas redire ce qu'on a déjà dit 1000 fois, c'est-à-dire que c'était censé être complotiste. Bon, bah, maintenant, on voit que ça semble assez clair et avéré. Mais où vont ces nuages ensemencés au bout d'un moment? Alors, effectivement, on imagine qu'ils perdent, enfin, ils se réduisent petit à petit. Mais quand on voit les phénomènes qu'on a à travers le monde, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre tout ça, tu vois? Ah, c'est complètement complotiste, hein. Mais je me pose je m'interroge, parce que c'est le problème d'être un ignare et un connard. C'est ce qu'avait dit Conspiracy Watch. Donc bon, assumant la situation, voilà. Mais je me dis finalement... Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Je sais pas, je trouve ça curieux. Mais en tout cas, ce qui se passe ce qui s'est passé à Dubaï, en tout cas, bah voilà quoi. Voilà pour, ce point météo. Je me suis perdu tout seul. Tu vois, à dire des trucs comme ça que j'ai pas vraiment bossé en amont. Je me suis perdu tout seul. Alors, il y a JoBlack61 qui dit il y avait ce matin un invité sur Toxin qui a écrit un bouquin qui traite du climat-réalisme. Super intéressant, tu devrais le regarder, c'est éclairant. Il faut que je regarde ça. C'est pas Fabrice Nicolino, non? Non, j'ai peut-être une connerie. Non. Ouais, alors ça, 20K91 me se fout de ma gueule. Ben voilà quoi, belle conclusion. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, là, tu vois, c'est vendredi. J'ai essayé de me lancer dans un grand raisonnement. Erreur. Halte au feu. Et en parlant de feu, les flammes. Allez, putain, t'as vu? Poum, poum, la transition. Oui, pareil, c'est les petites séquences pêle-mêle de l'actu avant d'aller réfléchir au retour du fascisme cool, qui est le thème de l'émission. Hier, il y avait la cérémonie Les Flammes, donc qui récompense la musique urbaine, comme on dit aujourd'hui, rap, R&B, hip-hop. Et bon, alors ça a fait même pas 150 000 d'audience, alors qu'il y avait Aya Nakamura qui chantait. J'ai vu passer des tweets qui disaient heureusement qu'elle est très populaire en France, effectivement.
Mais il y a eu un sketch pour la cérémonie d'ouverture, hein, pour le discours d'ouverture, de Walidia, qui est un humoriste que j'aime bien. Alors, on va regarder ça, c'est à la fois dans l'actu parce que c'était hier soir. On va regarder un petit extrait, c'est aussi un humoriste Walidia qu'on aime bien. On s'écoute ça et après on part sur le... J'aime bien Walidia, il fait des chroniques à droite à gauche, ses sketchs, j'ai trouvé plutôt cool. Après, bon, voilà, c'est de l'humour, c'est ce qu'on aime, c'est quoi là, on n'aime pas, c'est les goûts, les couleurs, si j'ose dire. Mais ouais, c'est peut-être un poil communautariste. Enfin, communautaire, parce que communautariste, c'est un peu moins bien connoté, mais un poil communautaire, mais bon, après tout, voilà, il faut tout pour faire un monde. Il est dans le contexte d'une cérémonie comme ça, musique urbaine et tout, il fait le jeu du truc. Je le trouve pas scandaleux non plus. Bon, les vannes sont là, c'est peut-être un poil too much, effectivement, d'aller célébrer les femmes. Alors, c'est très bien, célébrer les femmes. Bon, faut aussi regarder un peu les clips de rap, regarder chez certains rappeurs, certains clips, à quoi les femmes sont reléguées. Pas tous, loin de là, fort heureusement. Mais bon, après, c'est le jeu du bordel. Quand Gaspard Proust allait faire. C'était un truc, c'était pourquoi? C'était la grande cérémonie ou le grand rassemblement de valeurs actuelles, ou je sais plus quoi. Gaspard Proust avait fait un sketch. Bon, ouais, tu te mets aussi dans l'ambiance, dans le contexte du truc. Moi, j'aime bien, oui. Ce sketch-là est peut-être pas le meilleur, ça c'est certain, mais je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Mais c'est ce que j'aime quand je vous montre des sketchs. Ça clive vraiment beaucoup, je trouve ça cool. J'ai l'impression que l'humour clive plus que quand on parle de cinéma ou de littérature ou quoi. Je trouve ça assez rigolo. Je trouve ça cool de voir que souvent vous détestez, enfin certains détestent, certains aiment bien. Alors là, il y a un fond un peu plus sociétal, ça c'est sûr, mais je trouve ça plutôt sympatoche. Moi, j'aime bien vous montrer ça, c'est juste au bistrot. On se confronte aussi à ce qu'on n'aime pas. Parce que sinon, on se branche sur France Inter. Moi, je veux bien, mais vous faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu, les amis, sur ce que je voulais vous montrer. On passe sur la grande partie de l'émission. Vous le savez, c'est l'un des personnages, l'un des historiens que j'adore en ce moment, enfin en ce moment depuis quelques temps aussi. C'est Johann Chapoutot. Je vous parle très souvent de lui, notamment son bouquin Libre d'obéir. Vous avez aussi La Révolution culturelle nazie. Vous avez beaucoup de bouquins. C'est un historien que l'on retrouve chez Libération tous les jeudis. Je trouve que ses chroniques sont... je me régale pas tout le temps. Mais plus je le lis et plus je trouve que il a une posture de gauche, ça semble assez clair. De toute façon, pour être publié chez Libération, il n'y a pas de secret. Mais je trouve qu'il a une posture qui s'explique par ses travaux, par ses réflexions et par son rapport au totalitarisme et surtout aux conditions qui rendent possible le totalitarisme. Mais je rêve un jour quand même, ceci dit, parce que voilà, pour résumer très rapidement, c'est ce que je voulais vous faire écouter aujourd'hui, ce qu'il explique comme lien entre, si vous voulez, le nazisme et le néolibéralisme dans les méthodes, dans la pensée, dans l'ADN presque, on va dire, de ces deux systèmes qui ont beaucoup plus de points communs que ce que l'on peut penser. C'est au centre de son bouquin Libre d'obéir. Je ne vous recommanderai jamais assez de le lire. Mais je trouve que ses positions de gauche s'expliquent par cette prudence par rapport à un retour potentiel du totalitarisme, ou en tout cas avec tout ce terreau fertile pour le retour de ce qui a fait un régime comme le régime nazi. Bien sûr, l'histoire ne se répétera pas parfaitement, mais on a un terreau qui est déjà fertile. Et donc, par rapport à ces positions de gauche, tout ça s'explique, je trouve, mais je rêverais de l'interroger quand même sur l'expansion du mouvement LGBT /woke et le lien entre ces mouvements et le capitalisme qui voit là-dedans de nouveaux marchés à conquérir et surtout la possibilité de créer l'individu liquide, pour paraphraser Zygmunt Bauman, qui parle de société liquide, mais l'individu liquide qui le lundi est une femme, le vendredi un homme. Et là, on est en plein dans la capacité d'une société à former, merde, j'ai perdu mon mot, pas structurer, mais à fabriquer, si vous voulez, à fabriquer les individus et leur rendre... et faire en sorte que les individus collent aux volontés du marché, aux volontés de la société. Et je rêverais en fait de l'interroger là-dessus, de voir comment il se positionne en tant qu'homme de gauche, en tant qu'historien sur ces sujets-là. Et donc là, je vous ai trouvé un autre extrait que je voulais absolument regarder avec vous, les amis, où il questionne la fascisation de la période dans laquelle nous sommes. Donc, c'est très actuel. On va sortir du livre Libre d'obéir. Hein. Je vous avais déjà montré des extraits la dernière fois. Et c'est dans une vidéo donc, sur la chaîne Lundi Matin. Donc là encore, je fais la pub. Hein, n'hésitez pas à aller voir.
Le titre de la vidéo, c'est du nazisme zombie, donc vous voyez un petit peu l'idée. Et je voulais vous montrer, on fait du react aujourd'hui avec ces sujets-là, pour se creuser un petit peu la caboche en fin de semaine, les amis. Et je vous le redis, l'émission va s'arrêter autour de 17h15, 17h20, mais on va se retrouver en direct à 17h30 chez Nicolas Bouvier sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Donc on est ensemble en direct jusqu'à environ 18h45. Vous inquiétez pas, le Juste Bistrot va finir, mais on peut tous se retrouver ailleurs si vous avez envie. Donc je vous le dis tout de suite, je vous le redirai juste après. C'est parti. Johan Chapoutot. Parce que c'est pas que c'est rare, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'expriment dans l'espace public, alors que ce soit les réseaux sociaux, voire les matinales de radio publique, qui ne lisent pas, qui n'ont pas lu, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais le problème c'est qu'ensuite ils entendent parler de ce qu'ils n'ont pas lu, ce qui est un petit peu paradoxal à mes yeux, d'où des contresens assez manifestes de la part de gens qui ne lisent même pas les quatrièmes de couverture, et qui réagissent, qui abolissent la réflexion au profit du réflexe, et qui réagissent de manière un petit peu instinctuelle, spontanée, assez stupide en fait, en disant pour le coup vraiment n'importe quoi. Bon. Encore une fois, ensuite on n'est pas obligé de lire, je veux dire, mais on n'est pas obligé non plus de parler de ce qu'on n'a pas lu. Donc, voilà. Donc merci pour ce travail-là. Ce que tu disais, Blaise, dans l'introduction, sur la téléologie, c'est important parce que il n'est pas conseillé de faire de l'histoire déterministe aujourd'hui en se disant que nécessairement on va arriver à un fascisme parce qu'on est en période de fascisation, clairement, et clairement identifié avec des critères très, très clairs. Comment tu les énumérerais, ces critères ? C'est le rapport à l'état de droit qui est un petit peu entamé, on va dire. Alors il y a une multitude d'indices, de faits très, très, très préoccupants. Dans le rapport des institutions judiciaires et policières aux citoyens, alors la mutation de la doctrine française du maintien de l'ordre depuis 2016 et puis surtout 2018, l'attitude des plus hautes autorités de l'État vis-à-vis de la norme juridique, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il s'en fiche de la norme européenne alors qu'elle s'impose en fait à la norme nationale et que la France va payer les amendes. Normalement, ce ministre doit démissionner dans le quart d'heure, en fait. Lorsqu'un ministre garde des Sceaux est mis en examen et traduit devant une juridiction, il devrait démissionner, puisque de fait, sinon il va se retrouver face à ses subordonnés. C'est un petit peu contradictoire. Bon, il y a les exemples surabondent, donc il y a la question de l'état de droit. Il y a la question également sociologique, on va dire, socio-électorale de la constitution d'un bloc bourgeois par agrégation entre ceux qui votent encore, c'est-à-dire des gens plutôt privilégiés, âgés, etc., qui votent en gros extrême centre, je reprends la catégorie de Pierre Cernat, et qui sont tout à fait prêts, mais ça c'est une constante historique du XXe siècle, à s'allier avec l'extrême droite. Les deux extrêmes, les deux vrais extrêmes, l'extrême centre et l'extrême droite, qui sont sociologiquement, électoralement, économiquement puissants, s'allient toujours. En Italie, 1922, les fascistes sont mis au pouvoir par les libéraux. Weimar, 1932, les nazis qui sont en perte de vitesse sont mis au pouvoir par des gens qui se définissent comme libéraux autoritaires. Papen, oui, von Papen, voilà. En l'occurrence, j'ai repris ce dossier-là parce que il me semble que c'est assez éclairant et je vais publier un livre là-dessus sur la fin de la République de Weimar pour faire un petit peu le point historiographique, politique, historique, philosophique même, sur l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, s'il est bon de ne pas faire de déterminisme, de la même manière qu'il est bon de ne pas faire de téléologie, comme on le fait généralement en disant que tout menait à l'arrivée nécessaire des nazis au pouvoir, ce qui est archi faux. Archi faux. Tu as cité Blum tout à l'heure, c'était pas un an, c'était juste quelques mois, c'était en novembre 1932, et ce qui est fou, c'est que Blum a raison. Blum a littéralement, parfaitement raison, les nazis sont finis à l'automne 32. Les nazis le pensent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, ils le pensent eux-mêmes, ils le disent pas de manière trop sonore, mais ils le disent entre eux, et ils le disent pour eux-mêmes. Le journal de Goebbels, c'est assez clair sur ce sujet-là, mais parce que l'analyse, politique rationnelle, c'est que c'est fini pour les nazis. Donc s'ils sont arrivés au pouvoir, c'est bien qu'il y a eu une décision d'ordre politique au sens le plus bas, le plus minable, le plus médiocre du mot politique, au sens de la poloche la plus lamentable, pour servir en gros un intérêt de classe. Là, je reprends des catégories marxistes parce que de fait,
on a été privé de l'analyse marxiste au fond depuis le début des années 90, pour des raisons bien comprises et pour des raisons, on va dire, de structure macro-historique, la fin du bloc de l'Est, la fin de l'histoire, donc le triomphe de la démocratie libérale et du capitalisme, etc. Le marxisme a été complètement refoulé, et on comprend pourquoi aussi, parce que de fait elles sont immédiatement opérantes et puis herméneutiques. Et heuristiques. Elles permettent vraiment de tout comprendre, d'autant plus dans la période que nous vivons là. Donc s'il est bien de ne pas faire de déterminisme et de téléologie, il est bon aussi de considérer quand même que précisément les contemporains ne croyaient pas à l'avènement du fascisme ou du nazisme en Allemagne. Ils n'y croyaient pas. Ils avaient plein de raisons de ne pas y croire. Les nazis étaient pas très bien préparés pour leur hiérarchie suprême, on va dire. Les cadres intermédiaires étaient bien meilleurs. Eux, ils avaient bossé. Mais de fait, Hitler n'était pas quelqu'un de sérieux. Très bon orateur, mais c'est vraiment pas un bosseur. C'est pas quelqu'un de sérieux. Donc il y avait plein de raisons de personnel politique et puis également de contexte économique, électoral. De ne pas croire à l'avènement des nazis au pouvoir, et par ailleurs, quand ils sont arrivés au pouvoir, il y avait plein de bonnes raisons pour croire que, au fond, c'était une bonne manière de lever l'hypothèque. Ce qu'on entend beaucoup pour le RN. Après tout, mettons-les au pouvoir, ils vont se planter, et puis hop, on en sera débarrassé. Sauf qu'ils se sont enquistés pour 12 ans. Et heureusement que ça n'a duré que 12 ans, parce qu'ils avaient évidemment des prévisions et des projections un petit peu... millénaires. Voilà, un petit peu supérieures. Donc... ayons ça en tête quand même, ayons ça au creux de l'oreille, que pour les contemporains allemands de 1932, il n'est pas, ce n'est pas une hypothèse raisonnable ou forcément crédible que les nazis arrivent au pouvoir. Voilà, je pose ça là, parce que nous sommes, dans un temps assez indéfini où, évidemment, la démocratie, d'ailleurs il n'y a pas de fascisme en France, nous avons une école historique d'histoire politique en France qui a décidé depuis la thèse de René Raymond en 1954 que pas de fascisme, pas de droite fasciste. 54 c'est 4 ans en 58, l'arrivée de Gaulle au pouvoir dans des conditions un peu bizarres, et après 58 c'est imposé la thèse, mais dogmatique, qu'il n'y a jamais eu de fascisme en France. Voilà. Jusqu'à l'excommunication, l'anathème de Joseph Sternel, etc. Donc, comme il n'y a pas de fascisme en France, cette hypothèse de l'arrivée d'un parti fondé par des anciens miliciens et des anciens de la FNSS est très peu probable. Rassurons-nous, la démocratie est solide, comme elle était solide dans les années 30, c'est-à-dire juste avant Vichy. Donc ayons ça vraiment en tête, parce que le processus de fascisation, il est là. Il est objectif, il est posé par des économistes, il est posé par des sociologues, il est posé par des historiens, par des politistes. Il est clairement là. Les libertés qu'on prend avec l'état de droit, l'irrespect total des principes fondamentaux de la République, c'est là. Et c'est là de manière assez éclatante. Si on revient à 2018 à l'affaire Benalla, on a quand même eu... Petite interruption, vous savez que je commençais un peu à me perdre dans ce que disait Chapoutot, où effectivement, c'est une position très, très actuelle, et au vu de son travail, de ses connaissances, on ne peut pas lui reprocher de ne pas maîtriser le dossier, redouter ce qui peut se passer avec l'extrême droite, eu égard à l'histoire, d'accord, mais effectivement, le fascisme est déjà là. Il me semble important quand même de préciser qu'il est déjà là avec un parti au pouvoir qui n'est pas le RN. Juste petite réaction, je fais un peu mon prof d'école, en plus, vous savez, le vendredi, je suis encore plus chafouin que les autres jours, mais ça m'emmerde de lire des trucs dans le chat. J'ai l'impression d'animer un chat de Skyblog. Je veux dire, ok, on fait des vannes et on va me dire oui, c'est de la vanne et tout, mais j'ai vu quelques messages de gens qui parlent de la gueule des intervieweurs. S'il vous plaît, les copains, c'est pas non plus l'Académie française, j'entends bien, on fait des blagues, on fait des machins. Mais bon, évitons les trucs un peu gratos comme ça, un peu bidon, tu vois, dans le chat. Je comprends, c'est la liberté d'expression, on fait tout ce qu'on veut, mais c'est mon bistrot. Donc c'est moi le chef du bistrot. Donc voilà, je n'impose pas la loi, mais je peux péter des jambes. C'est mon côté Pascal le grand frère. Donc voilà, non mais voilà, je surveille, non mais je taquine un peu, je comprends, chacun dit ce qu'il veut les amis et tout, mais juste évitons de faire des trucs à la con. On est rigoureux, on est sérieux, on est humaniste, on est peut-être même de gauche à force, je sais pas, mais voilà, juste là c'est le Rémi rigoureux qui revient. Donc on est on reprend là où on en est sur le procédé de fascisation avec, là, Joël Chapoutot allait aborder l'affaire Benalla. Un président de la République, est-ce-alité, qui disait le responsable c'est moi, venez le chercher. D'ailleurs, plein de gens sont venus le chercher quelques mois plus tard. Je ne comprends pas en fait que plein de gens qui avaient pu se laisser abuser au fond en 2017 par la promesse d'un dépassement, le ni droite ni gauche, et de droite et de gauche,
Après tout, pourquoi pas? Le vote Macron s'expliquait par plein de raisons, on va dire, de structure sociologique. Ça permettait à plein de gens qui étaient sociologiquement de droite d'enfin voter à droite sans dire qu'ils votaient à droite. Parce que ça reste beauf, ça reste sale de voter à droite. Bon. On se disait, voilà, on va voter pour quelqu'un, il est jeune, il a intitulé son livre Révolution, pourquoi pas. Mais, je veux dire, au plus tard, à l'été 2018, au moment de l'affaire Benalla, quand on a un cortex, une culture politique, quand on a fait un peu d'études, ce qui est souvent le cas de l'électorat macroniste, eh ben on décroche tout de suite, parce que il y a un signal d'alarme là qui se met en marche, pour le coup. Moi, Benalla, ça m'a évoqué, Benalla, c'est-à-dire un conseiller du président qui, rappelons-le, usurpe des insignes de police. Déjà, ça, c'est un délit. Pour ensuite aller taper des gens dans la rue. Autre délit. N'importe qui fait ça, c'est 3 ans ferme. Voilà. Le parquet, qui porte bien son nom en l'espèce, avait requis 18 mois avec sursis. Bon. Bref. Moi, ça m'a rappelé un épisode, mais immédiatement. Ensuite, on va dire que je suis traumatisé, que c'est une formation professionnelle, etc. Mais enfin, quand même, ça m'a rappelé ce moment où des gens qui sont des employés privés du parti nazi, des SA et des SS, sont recrutés comme policiers auxiliaires par Göring, nouveau ministre de l'Intérieur de Prusse en février 1933, et, comme le petit Benalla, mettent des brassards, où il y a marqué police, enfin police auxiliaire en l'occurrence, et deviennent, là pour le coup officiellement, ce qui n'était pas le cas de Benalla, deviennent officiellement des agents auxiliaires de la police, dotés des pouvoirs de la police judiciaire. Moi, ça m'a rappelé ça tout de suite, en fait. Et ça m'a fait peur, vraiment. Je me suis dit, et quand j'ai vu son patron assumer, comme on dit maintenant, crânement, c'est moi, je couvre, mais couvrir jusqu'au bout, puisque quand il y a eu perquisition chez ce voyou, ce délinquant, ce Benalla, eh bien, et quand ce monsieur a dit « Ah ben j'ai pas la clé de ma porte, c'est dommage », qu'il y avait le parquet plus la police, normalement on enfonce la porte, et on rentre pour faire la perquisition. LFI, il me semble que ça s'est passé comme ça. On rentre, quoi qu'il en soit. Là, benoîtement, le parquet et la police disent « Oh bah écoutez, on reviendra demain, vous êtes bien bon, déjà de nous accueillir, on va attendre que vous ayez les clés. » Puis le lendemain, on rentre dans l'appartement, évidemment il n'y a plus rien. C'est quand même fantastique, ça. J'insiste un peu là-dessus parce que, je voulais, la chronique de la violation de tous les principes élémentaires du droit par le macronisme, elle est infinie. Mais ça, à mes yeux, c'était gravissime. On en a au fond assez peu parlé, pour la gravité de ce que c'était. Et vraiment, pour tous les gens qui, j'en connais autour de moi, qui ont pu se laisser tenter, là, ils auraient dû décrocher immédiatement. Quand on a fait un petit peu d'études, un petit peu d'histoire, là, il y a un signal d'alarme qui se met en route, tout de suite. Oui, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ce signal d'alarme et parce qu'il y a c'est une question que je vais poser plus tard, mais parce qu'il y a d'une part cette continuité ontologique, et d'autre part, il y a des espèces de ressemblances ou de jeux d'écho direct, où c'est aussi des choses peut-être dont on peut dire mais c'est trop facile de revoir la même chose, etc. Mais si on a ce genre de constat, et si on tient en même temps l'idée que, par exemple, effectivement en 1932, Blum avait raison en disant que les nazis n'arriveraient pas au pouvoir, comment... Oui, qu'en faire sans dire que les choses, en sachant que les choses ne se révèlent jamais de la même façon. La question elle est pas chier, mais bon, mais je trouve ça très intéressant. Franchement, je trouve ce qu'il dit très intéressant. Voilà, donc Johan Chapoutot, je vous le dis, je redonne pour ceux qui viennent d'arriver. Évidemment, n'hésitez pas à aller découvrir ses ouvrages. Je trouve très intéressant, mais comment dire? Peut-être un poil timide en vérité. Peut-être un poil timide dans la mesure où j'ai l'impression, alors il faudrait écouter toutes les interventions de Johan Chapoutot, d'être certain qu'il ne se soit pas déjà engagé sur cette voie-là, mais il y a l'aspect Macron, donc ce qu'il dit effectivement en 2018 sur les événements suite à Benalla, mais il y a surtout 2022.
Il y a 2022, la réélection et le retour de l'arc républicain, du barrage républicain et de tous ces gens, promis jurés, je ne vais pas m'acharner sur LFI, je parle de tous les partis confondus, qui ont appelé à protéger, à maintenir la digue républicaine. Ils ne l'ont pas fait encore celle-là, sauf erreur, mais ça va arriver, pour faire réélire Emmanuel Macron contre l'extrême droite. Donc on en revient toujours à... Et vraiment dans la lignée de ce que dit Chapoutot en général et de ce qu'il peut dire dans certains de ses ouvrages, mais avec ce couplage, effectivement, entre fascisme et néolibéralisme, où on retrouve finalement des ponts qui existent, aujourd'hui, quand on voit le fonctionnement de la Macronie, quand on voit la vision de la société et le projet défendu par la Macronie, où est réellement l'extrême droite ? Où est réellement la fascisation de la société ? Parce qu'on a d'un côté, on va dire, le fantasme cauchemardesque, mais le fantasme du RN, qui n'a jamais été, qui n'est pas au pouvoir. Donc tout le monde s'excite un petit peu en disant, mais s'ils y arrivent, il y aura ça, il pourrait y avoir ça, il pourrait machin. Mais en attendant, on a un projet politique, des méthodes, des agissements, il le dit avec l'affaire Benalla, de la part d'un parti qui lui-même est au pouvoir et que tout le monde se refuse à dire que ce parti est d'extrême droite. Or, les méthodes, si on fait une grille de lecture qui est celle de Chapoutot, on est quand même on coche pas mal de cases sur la fascisation de la politique, sur les ponts entre néolibéralisme et méthode... et on va dire, et l'ADN nazi, par exemple, sur les notions de délégation du pouvoir, sur les notions de partage des responsabilités, sur les notions sur le rapport à la productivité, à la vitesse, aux ressources humaines, le langage, même la manipulation du langage. Enfin, on trouve beaucoup de choses. Et ça n'est pas pour protéger le RN ou LFI ou qu'importe. Peut-être qu'effectivement, une fois au pouvoir, ils seront fidèles, on va dire, à l'image que l'on redoute d'eux. Mais en attendant, on a un parti au pouvoir qui coche toutes les cases des cauchemars que l'on fait concernant les autres. Donc je trouve ça très étonnant. Et c'est sur ce point que je trouve Johan Chapoutot un petit peu timide sur finalement une fascisation qui semble à la fois favorisée par un système tout entier qui prétend défendre la République en favorisant un parti dont on connaît les errances, et aussi le niveau au-dessus du gâteau, qui est aussi l'Union européenne. Et je reviens à ce que je vous dis de temps en temps, qui est que l'Union européenne agite le drapeau rouge concernant les partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, donc Meloni en Italie en est le dernier exemple. Or, une fois ces partis au pouvoir, avec tout ce qu'on peut redouter, avec tout ce qui se passe, eh ben, l'Union européenne s'accommode très bien de l'Italie. Il n'y a pas de bagarre, on n'a pas envoyé l'OTAN, on n'a pas envoyé les casques bleus en Italie pour chasser Meloni du pouvoir. Donc on a cette espèce d'épouvantail qui est agité, et en vérité, on s'en accommode très bien. Alors certes, il n'est pas beau, il éloigne les oiseaux, mais on va le garder dans notre champ parce qu'il est foutrement pratique. Donc je trouve ça vraiment curieux, et peut-être que Johan Chapoutot est un poil timide sur ça, mais voilà, il faudrait voir l'ensemble de ces déclarations, de ces interventions. Mais voilà un petit peu, les amis. Alors, il y a Joe Trembler qui dit le principal point de convergence entre nazisme et néolibéralisme, c'est la destruction de l'État et la soumission volontaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et c'est là où je trouve que les travaux de Johan Chapoutot sont vraiment brillants, parce que on ignore, ou alors on s'aveugle volontairement sur les ponts qui existent. Parce que destruction de l'État, enfin, je sais pas que je suis pas complètement en désaccord avec toi. Oui, pourquoi pas sur certains points. Mais vraiment, les ponts qui existent sur le langage, sur le rapport aux ressources humaines, sur le rapport à la gestion des hommes, des biens, des ressources, sur le rapport avec des notions concernant, par exemple, la croissance, des choses comme ça, on ne se rend pas compte. Et je vous invite vraiment à lire le boulot de Johan Chapoutot, je le redis, sur ces points-là. Le néolibéralisme a beaucoup plus de ressemblances que ce que l'on peut penser avec les méthodes, avec l'ADN nazi de l'époque. Donc c'est assez effrayant, mais vraiment, n'hésitez pas, les amis, à creuser, à regarder d'autres interviews de Johan Chapoutot, toujours très intéressant. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ça, les amis. On re-regardera d'autres extraits si ça vous intéresse, et je désespère pas de l'avoir un jour en interview. J'aimerais énormément, vraiment, il fait partie des personnages que j'aimerais vivement interviewer sur Juste Milieu. Voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire. Et il y a mon Gaëtan Seguin 38 qui dit il est moins hésitant dans les bouquins que les interventions. C'est toujours pareil, alors chacun a son style, on n'aime pas, mais je trouve que, et j'ai envie de le faire plus souvent, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais je crois qu'il faut être exigeant avec nous, les amis.
Là, il y a un mec qui parle, qui réfléchit, qui propose des idées. Alors effectivement, ça va moins vite que la dernière chanson de Booba, mais je trouve que il y a mon Victor Macno aussi qui tu lui diras de faire des phrases courtes. Mais en fait, je trouve que je vous taquine, c'est vendredi, c'est Rolly, mais je trouve que ce sont des réflexions de guignol. Enfin, je trouve ça guignolesque et je trouve ça dommage parce que on perd cette rigueur, on perd cette exigence, les amis. Si on n'est pas foutu d'écouter un gars qui s'exprime pendant 10 minutes, je trouve ça dommage. Je suis d'accord, toute expression est imparfaite, y a pas de problème. Et moi aussi, parfois, souvent, je bug, je machin, et je suis même pas un intellectuel, j'ai même pas écrit des bouquins intéressants, donc voilà. Mais je trouve que de manière générale, gardons-nous de ces trucs-là, tu vois. Gardons-nous de ces problèmes-là, enfin de ces réactions-là, tu vois, où je vous passe 10 minutes de conférence et on est là, ouais, mais il bégait, ah ouais, mais la ponctuation, ah ouais, mais regardez sa coiffure. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression, c'est pas moi qui vais vous dire le problème, qui vais vous dire l'inverse, mais tu vois, c'est un truc qui me fait un peu peur. Alors, pas chez Juste Milieu, parce qu'on est quand même la crème de la crème, mais je trouve qu'il faut vraiment être prudent, les amis, parce que on, enfin, on se plaint de plus en plus de. Alors, je m'emballe, hein, c'est pas par rapport aux commentaires des camarades, hein, les amis, hein, que vous venez mettre dans le chat. Je m'emballe, c'est vendredi, vous le savez, je me laisse parler, je me laisse penser, hein. Mais de manière générale, indépendamment de ce qui vient d'être dit dans le chat, je trouve qu'on se fout de la gueule facilement, et là pour le coup, chez Juste Milieu, on est les premiers, on se fout de la gueule facilement du niveau de nos gouvernants qui effectivement sont pas foutus de faire une phrase sérieuse, qui sont dans le divertissement permanent. Mais déjà, bon, il y a toujours cette question, que ferait-on? Alors certes, on n'est pas appelé à être aux mêmes responsabilités, mais demain, on doit parler pendant 1 heure, je suis pas sûr qu'on soit plus passionnant. Et aussi, le deuxième point, c'est que je trouve ça curieux, dans une même époque, de pointer du doigt la nullité de certains, et dès que d'autres proposent quelque chose de plus exigeant, de plus construit, de plus intelligent, tout simplement, on va chercher le ouais, mais t'as vu sa coiffure, ouais, mais l'autre il ressemble à un gauchiste, tu vois. Et c'est un truc qui me fait chier, en fait. C'est un truc qui me fait chier, c'est que on devient vraiment des consommateurs de la réflexion, tu vois. On va se foutre de la gueule facilement de type au pouvoir parce que c'est la cible facile, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, évidemment. Mais arrive-t-on à être exigeant? Et arrive-t-on à s'adapter à des discours où il y a vraiment quelque chose d'intelligent, il y a vraiment un propos? Est-ce qu'on arrive à ne pas décrocher au bout de 3 minutes, tu vois? Et aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de faire de plus en plus souvent des formats un peu plus longs, de vous proposer des choses comme ça un peu plus longues, parce que finalement, et sans, je veux dire, je suis pas en train de vous dire que demain je vais gagner la présidentielle, hein, c'est pas le but, hein, mais bon, voilà, on se moque de ce qui se passe, on en rit, et jamais de la vie on va changer ça, évidemment, hein. Mais je crois qu'il faut qu'on se fabrique une grille de lecture plus intelligente que « Ah, ils sont nuls ». En fait, voilà, je finis un peu la semaine, les amis, avec des grandes idées, mais ça à réfléchir, et n'hésitez pas à dire, hein. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne plus de temps, qu'on discute plus. Effectivement, il y a plus de saison qui dit tu devrais refaire des partages avec le Discord, qu'on échange plus souvent. J'aime beaucoup cette idée, mais c'est bien s'il peut y avoir plusieurs personnes variées, mais c'est vrai qu'il faut que je m'astreigne à le faire. Qu'on discute plus souvent, qu'on oppose des idées différentes, et surtout qu'on soit exigeant, en fait. C'est-à-dire que, en plus j'adore faire ça, donc je pense que je vais le faire, mais je vais vous parler plus souvent de bouquins, plus souvent d'idées, à la lumière de ce que je peux vous lire, attention, hein. Mais qu'on soit exigeant avec nous-mêmes, parce que la critique pour la critique ne changera rien. Ça, bon, on est d'accord, vous ne m'avez pas attendu pour ça. Donc je crois qu'il faut qu'on se construise une grille de lecture, une paire de lunettes sur notre société qui est plus rigoureuse, plus exigeante, plus compliquée, assurément. Mais bon, dire, voilà, ils ont menti au Covid, puis Stéphane Séjourné, il ne s'est pas aligné 3 phrases, bon, d'accord. Mais bon. Alors que, et si Juste Milieu peut être intéressant et constructif par rapport à ça, ça me plairait beaucoup. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les prochaines émissions, c'est apostrophe, hein. Il y aura des blagues sur la bite. Hein, vous connaissez la maison. Mais je veux dire que par moment, on ait plus de débats, qu'on apprenne à ne vraiment pas être d'accord. Et c'est chouette si ça peut être avec des gens de la famille Juste Milieu, hein, ça peut être chouette pour qu'on soit entre nous, qui est quand même voilà, ce respect de dire bah ok, machin, j'ai vu son pseudo, il est là tout le temps, bah, au moins il se risque, on discute, on machin. Je trouve ça super cool. Qu'on se pousse, alors tolérance, c'est un peu les grands mots, je suis pas Omar Sy, mais qu'on se pousse aussi à être un peu plus si, tolérant est le bon mot, mais qu'on construise des désaccords, qu'on accepte que bah, machin, il a une coiffure bizarre et il n'est pas d'accord avec ce qu'on pense, mais on va se confronter, on va réfléchir déjà à pourquoi on n'est pas d'accord,
Et puis aussi que parfois on fasse des trucs de 20, 30, 40 minutes. On parle d'une idée, on fait un react, on fait machin. Je sais pas si ça vous dit, hein, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça cool de diversifier les formats. Puis je vous avoue, en fait, peut-être que je suis en train simplement de plaquer mes problèmes personnels sur vous, parce que en vérité, je me rends compte de ça depuis quelques temps. Euh, je suis ultra motivé à faire tout ce qui se passe et tout, évidemment, hein. Mais j'ai de plus en plus envie de lire des bouquins, Enfin, j'aime bien lire de base, je suis un lecteur de base, mais j'aime bien... en ce moment, j'ai envie d'aller me confronter à des trucs avec lesquels je suis pas du tout d'accord, des idées complexes, des phrases un petit peu... des bouquins un peu plus complexes et tout, pour vraiment... aérer l'horizon, parce que toute la journée, en regardant et en contemplant à quel point Sandrine Rousseau est une pompe à vélo, on va devenir fou, en fait. Donc je trouve ça cool si on peut essayer de comprendre ce qui rend possible la connerie de ces journées Bardella, Rousseau et Mélenchon, tu vois. Qu'est-ce qui fait que derrière nous, on en arrive là? Tu vois, c'est un petit peu ça, finalement, l'idée. Je finis la semaine de manière un petit peu vaporeuse dans le domaine des idées, les copains. On fera ça dès la semaine prochaine, les amis. Donc maintenant, je vous l'ai dit, je vous quitte pas pour le week-end, on n'a pas fini là. Vous m'avez sur le dos pendant un bout de temps. Là, on va se retrouver à 17h30, les amis, chez l'ami Nicolas Bouvier, en direct sur YouTube. On va parler de plein de choses. On va parler du spectacle Zinzin, les amis. Et voilà, le lien est dans le chat. Rendez-vous 17h30 en direct, évidemment. Et à 19h, c'est l'interview sur Juste Milieu, YouTube Juste Milieu, avec Florian Philippot. Voilà, vous m'avez sur le dos jusqu'à quasiment 20h, si vous avez envie. Après, c'est une véritable question d'addiction et de problème. Voilà, les amis, je prends une petite pause. Je me fais couler un café. Et voyez, un peu tard, peut-être une petite infus, petite infus à la menthe. Et puis voilà, on se retrouve à 17h30 chez Nicolas Bouvier, les amis. Voilà, je vous embrasse, merci les copains, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et rendez-vous dès lundi. On refait Grand Chelem Juste Bistrot en attendant la tournée. En attendant la tournée le 4 mai à Lausanne, la pression monte, mais l'envie d'y aller. Voilà, je vous embrasse les copains. À tout de suite pour ceux qui suivent. Passez un excellent week-end pour ceux qui ne suivent pas. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et il y a Pascao63 qui dit, moi c'est dimanche mon anniversaire. Ben, moi aussi, voilà, 28 avril. Joyeux anniversaire à toi aussi mon Pascao. Bisous les copains, à tout de suite ou à lundi. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France.